Donc, on va parler de certains principes fondamentaux de la vie. Hein? Donc, ces temps-ci, je suis très dans la pratique. Hein? J'ai été longtemps dans la théorie. J'essaie de mettre en pratique, en application, mes équations. Fait que c'est ça, je suis en train de travailler sur un prototype de sound bed pour essayer de dissoudre des tumeurs cancéreuses via des fréquences, des ondes sonores, des hertz. Fait que ça, c'est un projet principal. Étant ingénieur de son, en fait, je me suis mis à étudier les fréquences, enlever des fréquences nuisibles. Et s'il y a des fréquences nuisibles, c'est qu'il y en a des bonnes aussi. Et je suis tombé dans la musicologie, qui est une approche scientifique de la musique. Donc, au niveau thérapeutique, comment la musique peut nous guérir, nous soigner. Donc, c'est vraiment une approche thérapeutique de la musique. Et là, tu tombes dans les cymatiques, faire vibrer les molécules d'eau qu'il y a dans votre corps. Et ils ont fait vibrer des molécules d'eau sur différentes harmoniques. Je vous mets un petit bout de la vidéo à l'écran. Donc, vous allez voir première harmonique, deuxième harmonique, troisième, la goutte d'eau a 3 branches, quatrième harmonique, 4 branches, cinquième harmonique, 5, sixième, septième. Donc, il y a moyen de faire vibrer les molécules d'eau qu'il y a dans votre corps pour restructurer votre ADN. Et je vous ai parlé beaucoup de binuraux, en fait, où quand tu as un certain décalage de hertz dans une oreille à l'autre, tu peux créer une certaine plage d'informations, une vague d'informations qui va aller affecter certaines zones cérébrales. Donc, c'est vraiment passionnant, la musique, d'un point de vue thérapeutique.
Et il y a quelqu'un qui m'a envoyé une vidéo récemment, je vous mets un petit extrait à l'écran, d'une tangothérapeute. Donc des gens qui étaient atteints du Parkinson, tremblement essentiel, qui, à partir du moment au son de la musique, ils arrivaient à bouger avec plus d'aisance. La tangothérapie suscite l'intérêt des chercheurs dans le monde entier. En Australie, la professeure Meg Morris filme des expériences spectaculaires avec des patients qui n'arrivent plus à marcher seuls. John a la maladie de Parkinson. Ce mal insidieux attaque les parties de son cerveau qui lui permettent de bouger. Mais regardez ce qui arrive dès que la musique commence. Cette vidéo, elle est magnifique et elle me fait plaisir. Quand on a commencé, Alexis il était extrêmement envoûté, très dyskinétique des membres supérieurs. Même pour être debout, il n'arrêtait pas de bouger, de tanguer. C'est normal, hein. Petit à petit, mais de là, il est passé à se redresser. Il arrive, quand il se concentre et quand je lui rappelle, à gagner cette stabilité des membres inférieurs pour une marche plus calme et une meilleure posture. Le matin, c'est arrivé que je ne puisse pas me lever de mon lit pour attraper mes médicaments et pour les prendre. Et à partir du moment où j'ai entendu les notes de tango, mes jambes se sont libérées. Cet effet débloquant de la musique passe par des circuits neuronaux bien précis. La musique, qui est un petit peu entraînante, donne envie de bouger, elle donne envie de taper du pied, elle donne envie de taper des mains. Les bébés, même avant de savoir marcher, ils se dandinent sur de la musique un peu entraînante. Pourquoi ce phénomène d'entraînement ? Notre cerveau en tant que mammifère, il a un câblage, il a une configuration particulière qui est que les régions auditives et les régions motrices ont une communication privilégiée entre elles. On parle de boucle auditivo-motrice et en définitive, ce phénomène d'architecture cérébrale qui fait que la musique donne envie de danser, il est très important pour désinhiber la motricité, le geste, la marche, en fin de compte, chez les patients. Et c'est un phénomène essentiel de la prise en charge musicothérapeutique. Donc la musique, c'est très fort. Tout vibre, en fait, dans l'univers, de la particule de vos atomes jusqu'aux galaxies. Tout est en constante vibration. Donc c'est important de comprendre que la vibration cosmique est en arrière de tout ce qui nous entoure. Hein? Fait que si on peut gérer la vibration, on peut organiser la matière, en fait. Donc, ils ont inventé des lampes qui fonctionnent via l'induction électromagnétique. Donc, c'est la transmission d'énergie sans fil. Hein? Et il y a une compagnie, Flight, qui a inventé une ampoule qui allume et qui lévite, en fait. Et tout ça, ça fonctionne, comme je vous disais, par induction électromagnétique, une transmission d'énergie sans fil. Donc, un électroaimant permet de créer un champ magnétique en faisant passer du courant dans une bobine. Donc, l'avantage d'un électroaimant, c'est que, bon, on peut quantifier le champ électromagnétique et la puissance du champ via le courant qu'on envoie dans l'aimant. Donc, en mettant un microprocesseur dans l'ampoule, les électroaimants vont s'ajuster en fonction de la distance de l'ampoule et pouvoir garder l'ampoule en lévitation. C'est en 1831 que le physicien et chimiste britannique Michael Faraday découvrit l'induction électromagnétique, une découverte qui forme la base de la technologie électromagnétique moderne. Sans elle, pas de transformateur, d'alternateur, de moteur électrique, etc. Donc, le phénomène d'induction électromagnétique a pour résultat la production d'une différence de potentiel aux bornes d'un conducteur électrique soumis à un champ électromagnétique variable. Donc, en déplaçant une borne rapidement de façon répétée,
au sein d'une aimant ou d'une bobine conductrice, on voit l'apparition des mouvements des électrons qui va générer un courant électrique, de l'énergie en mouvement qui est en fait transformée en énergie électrique. Donc c'est pratiquement tout le principe de l'électricité mondiale produite qu'on a fait avec des turbo-alternateurs qui fonctionnent grâce à la vapeur d'eau, au vent, etc. Donc c'est le prêtre irlandais Nicolas Callan qui a fait la première démonstration d'une transmission d'énergie électrique en 1836 via des bobines d'induction. Le principe de transmission d'énergie sans fil lui repose aussi sur le champ électromagnétique généré lorsqu'un courant passe dans un fil conducteur. Et il y aurait beaucoup à développer à ce niveau-là. Donc c'est quand même assez stupéfiant qu'on arrive à faire léviter une ampoule et à l'alimenter sans fil. Hein? Je pense qu'il y aurait matière à développer là-dessus. Je comprends pas que ce soit des sujets tabous, là. En fait, si ça fait longtemps que ça existe, comment ça que c'est une technologie qui n'est pas accessible au public? Ben, on va voir, on va essayer de mettre ça en œuvre. Je pense qu'on devrait être plusieurs à se poser sur la question. Et il y a beaucoup de gens qui ont fait des bobines Tesla, hein? Fait que là, mon autre projet, ça va être... On va se faire une maquette, moi et ma blonde, de petite maison, avec des ampoules dedans qui ne seront pas connectées à rien. Et on va essayer d'alimenter un petit village de plein de petites maisons. Je vais faire une mini bobine Tesla et je vais essayer d'alimenter le petit village d'une maquette. Donc si ça fonctionne pour ma petite maquette, on va essayer de reproduire ça à l'échelle pour mon village au complet. J'habite en haut de la montagne, fait que je peux planter une tour ici dans ma cour qui pourrait peut-être alimenter des maisons tout le tour du lac. Fait qu'on va commencer par essayer de faire une maquette. On va se mettre là-dessus, moi et ma blonde, on va faire la fabrication d'une bobine de Tesla. La semaine prochaine, en fin de semaine prochaine, je m'en vais chez Fred Pitt. Moi et Frédéric, on va vous faire une capsule sur l'hydrogène. Donc, Fred est en train présentement de travailler sur un générateur à hydrogène pour produire de l'énergie. Étant électromécanicien, il m'a tout montré ses bébelles, le fonctionnement de sa machine, de son appareil. C'est encore en pleine évolution. Il n'a pas terminé, mais on va aller parler d'hydrogène ensemble. On va vous faire une capsule là-dessus parce que bon, l'hydrogène, ça reste la composante la plus présente dans l'univers. Hein? Pour les gens qui sont très ancrés dans la matière, là, puis qui ne sont pas dans une structure holographique, dans l'illusion de la réalité, parce que quand tu tombes dans la physique quantique, tu comprends que tout ça, c'est du traitement d'information, mais bon, on ne rentrera pas là pour aujourd'hui. Je veux juste vous lire un petit passage, deux petits passages en fait, de certains principes fondamentaux de la vie. Donc on va parler d'ADN et de respiration. Hein? Je pensais pas qu'on était rendu à un point où il fallait expliquer aux gens que respirer, c'est très important pour la vie, en fait. Hein? L'eau et l'oxygène, c'est comme les deux choses principales. Et je l'ai mentionné souvent dans des capsules que la racine du mot « spire » représente le premier souffle de la conscience. Donc, on le retrouve dans « esprit », « respirer », « spirale de vie ». Hein? Donc, « spire » dans « spiritualité », c'est le premier souffle de la conscience. Fait qu'on va parler d'ADN. Donc, je voulais vous faire la lecture d'un petit passage dans ce livre sur l'ADN. Donc, l'acide désoxyribonucléique, ou ADN, est l'élément fondamental de la vie. Il est présent dans les cellules des êtres vivants et les gouverne en donnant ses ordres aux protéines qui forment les cellules. Hein? Donc, deux savants, Watson et Crick, l'un américain et l'autre britannique, ont reconnu la structure de l'ADN. Il s'agit d'une structure en double hélice, bien visible sur cette image. Donc, elle gouverne et elle donne des ordres aux protéines. Les hématologues songent aux graves maladies héréditaires du sang.
suivent avec un grand intérêt les progrès du génie génétique et parfois contribuent eux-mêmes à ces progrès. Les recherches tendant à transformer l'individu tout entier, la possibilité de changer le patrimoine génétique d'un être humain doivent être formellement condamnées. Hein? Ça sonne-tu des cloches dans votre tête? Ensuite, il y a un autre chapitre, il dit « Le corps humain ne peut être vendu. Hein? Il ne peut être objet de commerce ni en totalité ni en partie. » C'est illégal. Mais ça fait longtemps qu'on a franchi cette frontière-là. Hein? En fait, votre corps, votre enveloppe corporelle ne vous appartient pas. À la naissance, hein, avec les certificats de naissance, les numéros d'assurance sociale, votre enveloppe corporelle appartient aux banques, à l'État, aux pharmaceutiques. Donc, exemple, maintenir quelqu'un en vie artificiellement, à qui ça profite? Hein? Ou émission d'un mandat pour saisir une personne sous n'importe quel prétexte, que ce soit psychiatrique ou juridique. Donc, votre enveloppe corporelle ne vous appartient pas. Il appartient à l'État. Et faites vos recherches à ce niveau-là, mais c'est bel et bien vrai. Donc, ça fait longtemps qu'on a franchi cette barrière. Ensuite, je veux vous lire un petit passage sur la respiration, qui est de toute beauté. Donc, hein, comme je vous disais, je pensais pas qu'il allait falloir expliquer aux gens que depuis 2 ans, respirer l'eau puis l'oxygène, c'est les 2 sources essentielles à la vie. Hein. Et on va voir comment ça agit sur les émotions lorsqu'on manque d'air. Donc, Sagesse, secrets et médecine de l'Orient de Raymond de Gans. Et c'est un très beau paragraphe que j'avais envie de vous lire. Nous avons tous pu observer que notre rythme respiratoire est intimement lié à notre état mental. L'angoisse, le chagrin, la mélancolie s'accompagnent d'une respiration irrégulière ou ralentie, tandis que la nervosité, l'agressivité et la colère accélèrent le rythme respiratoire qui devient en même temps plus superficiel et désordonné. Hein? On bout de colère, on suffoque d'indignation. Donc quand tu pleures, tu vois ta respiration est saccadée. Hein? Quand tu es en tabarnak, ben, tu pompes de l'huile. Les premiers yogins avaient pu observer combien il pouvait être dangereux pour un individu de conserver une fluidité psychique liée à l'irrégularité de la respiration, l'une entraînant ou accompagnant l'autre. À l'inverse, régulariser volontairement l'acte respiratoire conduit à la maîtrise des états de conscience. Or, il est plus facile de surveiller sa respiration que de maîtriser sa colère. Donc, je trouvais ça beau. Donc, vous avez la possibilité de maîtriser vos émotions en contrôlant votre respiration. Hein? L'une va avec l'autre. Donc, les émotions sont intimement liées à la respiration. Et c'est beaucoup plus facile de respirer profondément pour calmer sa colère que d'essayer de gérer sa colère. Organiser sa respiration, c'est l'investissement conscient d'une activité réflexe, généralement soumise à tous les désordres qui peuvent aboutir à une altération du rythme et de la coloration des images mentales. En termes plus simples, disons que la respiration yogique conduit à l'écoute de soi et par conséquent à la maîtrise des images mentales et des émotions. Le souffle et l'esprit sont réunis sous un même joug. La mise en garde contre un excès de zèle dans ce domaine s'explique maintenant avec plus de clarté. Lorsque l'activité respiratoire est par trop manipulée, l'état mental correspondant l'est également. Fait que si on vous impose aussi une certaine respiration, bien là, tu vas te sentir contrôlé aussi dans ton mental. Hein? Donc, en outre, toute erreur dans un sens ou dans une autre étant immédiatement suivie d'une période de compensation, on risque de désorganiser tout le système. Donc, respirez profondément. Ça va vous aider à gérer vos émotions. Hein? Coin, coin!
Bonne journée!